Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marion qui est consultante en comportement canin spécialisée dans l'accompagnement des chiots. Elle vient nous parler de la réalité qui nous attend lorsque l'on s'apprête à adopter et surtout de tout ce à quoi on ne s'attend pas forcément lors de l'arrivée de cette boule de poil à la maison. Coucou Marion. Salut Mel. Alors est-ce que tu peux commencer par nous expliquer quelles sont les premières choses que l'on doit savoir avant d'adopter un chiot? Quelles sont les questions à se poser et les comportements à avoir dès le début? Ah, question très très large. Bon courage. La première chose à savoir, c'est déjà, je pense, connaître l'éthogramme, donc ce qui définit l'espèce canine, le chien de manière générale. Ok. Et peut-être dans un second temps, savoir si l'étape chiot est une étape qu'on a envie de traverser ou pas. Parce qu'on peut tout à fait se décider à adopter un chien, savoir que on a le temps, l'argent aussi, on va pas se mentir, l'énergie pour un chien, mais peut-être qu'on peut se rendre compte qu'on l'a pas par contre pour un chiot. Parce qu'un chiot, c'est quand même bien spécifique. C'est pas juste un chien en miniature. Donc il y a des besoins qui sont quand même en général supérieurs à celui d'un chien. Donc je dirais que la première question, ce serait effectivement celle-ci, bien connaître l'espèce canine pour savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place dans sa routine quotidienne pour que les besoins de son chien soient bien comblés. Et spoiler alerte, la balade, c'est pas la seule chose à faire. L'idée reçue numéro 1. Voilà, exactement. Et la deuxième chose, ce serait de bien connaître le langage corporel du chien. Puisque le chien ne parle pas français et ne comprend pas le français, même si on peut lui apprendre certains mots. Les chiens sont capables de comprendre plus d'une centaine de mots. Il y a un livre là-dessus. Non, je suis en train de m'éparpiller là. Ah si, continue, c'est très bien. Il y a un livre qui s'appelle Le Chaser, le chien qui comprend 1000 mots, qui a été écrit par John W. Pillay. Donc c'était un psychologue et linguiste qui avait son propre chien, donc Chaser, et qui lui a appris plus de 1000 mots. Donc elle connaissait le nom de plus de 1000 jouets. Et elle était capable, de faire la différence entre apporte tel jouet, donc apporte Pikachu par exemple, touche Pikachu avec ton nez, et elle était aussi capable de savoir rapporte Pikachu à telle ou telle personne qu'elle connaissait dans son entourage. Donc oui, les chiens sont capables d'apprendre un tas de mots par apprentissage. Pour autant, le français, c'est pas du tout leur langue. Ils ont leur langage qui est à eux. Et du coup, c'est important pour nous, en retour, de connaître un minimum leur langage corporel pour que justement, on puisse déceler quand notre chien, il est joyeux, heureux, ou dans des situations très inconfortables. Et souvent, moi, ce que j'observe en clientèle, c'est que mes clients, ils savent très bien quand leur chiot, leur chien, est vraiment pas bien, donc quand il est pétrifié de pleurs, quand il est pétrifié de peur, voilà, qu'il est bloqué, exactement, ou au contraire quand il est très agressif, quand il est très menaçant. Mes clients savent bien repérer aussi quand leur chien, leur chiot est hyper joyeux. En général, tout ce qui manque, c'est un petit peu l'intermédiaire. Et cet intermédiaire-là, il est hyper important parce que c'est aussi à nous de mettre notre chiot, notre chien dans des situations où il n'aura pas besoin d'escalader dans l'intensité de ces signaux de langage corporel. En tant que communauté féminine, on connaît toutes le harcèlement de rue. Effectivement, en fonction de notre tempérament et de notre expérience personnelle, et quand on se sent en situation de danger ou potentiel danger, on va choisir soit la fuite, soit l'agression. Et du coup, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, on va choisir l'un ou l'autre. Et ce qui fait qu'on est obligé d'être sur une telle intensité de comportement, c'est parce que nos non merci ne sont pas entendus. Si on apprend à écouter nos chiots qui nous disent non merci, ou qui disent juste je suis pas trop sûre de moi là, je suis un tout petit peu peur de ce truc là-bas, est-ce que tu le vois toi aussi? Si on est capable de lire ça, d'entendre ça, on sera beaucoup plus à l'écoute de nos chiens, on pourra avoir des réponses beaucoup plus rapides à leurs besoins, et du coup on évitera de se retrouver dans une situation où le chiot a besoin
de fuir à toute pompe ou de grogner, aboyer, mordre, il est vraiment etc. arrivé au bout du bout, là. Voilà. Donc c'est vraiment important pour ça de connaître le langage corporel du chien, vraiment avec plus de subtilité que ce qu'on en connaît en tant que personne lambda, sans que ce soit négatif dans la façon de le dire, pour vraiment justement être au plus près des besoins de son chiot, son chien, au moment M, en fait. D'accord. Voilà. Et tu as un exemple à nous citer de comment tu repères justement, par exemple, le fait que le chiot soit pas totalement d'accord, on sait pas s'il est ok ou pas, ou la surprise, par exemple. Ouais, ça marche. Du coup, dans le langage corporel du chiot, qu'est-ce qui va nous aider ? Dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien, c'est apprendre à regarder à mes clients le corps du chiot dans sa globalité. Est-ce qu'on est sur un petit corps un petit peu tout mou, un petit peu tout souple quand le chiot qui remue de la queue, on a vraiment tout le reste du corps qui ondule, ou est-ce qu'on a plutôt un chiot tendu avec un corps avec des muscles qui se contractent, parce que physiologiquement, en fait, quand on se prépare à fuir ou à agresser, d'abord nos muscles se contractent. Donc ça peut être un signe avant-coureur de peur ou de colère. Donc ça, c'est la première chose que j'apprends à faire regarder à mes clients. C'est vraiment corps souple, corps plus tendu. Ok. D'accord. Ensuite, on va s'entraîner sur différentes parties du corps du chien. On peut regarder les oreilles, la gueule, la queue, etc. Tout un tas d'autres choses. Je vais donner l'exemple de la queue parce qu'il est hyper intéressant, parce que souvent c'est hyper connu qu'un chien qui remue de la queue, c'est un chien qui est content. Ah oui, on dit que c'est bon, il est heureux, etc. Mais ça veut pas tout le temps dire ça. Exactement, ça veut pas tout le temps dire ça. En fait, déjà, ce qu'on va regarder, c'est aussi le niveau de hauteur de la queue. Plus la queue, elle est en haut, en fait, plus on est sur un signal d'éveil. Éveil dans le sens positif comme dans le sens négatif, du coup. Il n'y a pas forcément de valeur à y mettre. Mais voilà, plus le chien a la queue vers le haut, plus on est sur un état d'éveil élevé. Ouais, il y a beaucoup d'attention. Voilà. Donc, état d'éveil, ça peut être effectivement état d'éveil pour se préparer à fuir ou à agresser. Ouais, la surprise. Ou alors, il est trop content, quoi. Voilà. Donc, du coup, on peut avoir un chien qui va avoir la queue très droite, hyper raide, qui remue légèrement de droite à gauche, mais vraiment en l'air et très raide. Ok. Et donc ça peut être un signal de grand inconfort. Ok. Et ça arrive très souvent d'ailleurs que des clients me disent « mais je comprends pas, mon chien a agressé un autre chien alors qu'il remuait de la queue ». Et en général, quand on retisse un petit peu le fil de l'histoire, et ben finalement, oui, la queue, elle remuait, mais elle était haute, et effectivement, elle remuait pas amplement en faisant onduler tout le reste du corps. Et du coup, en général, effectivement, ça peut être aussi un signal avant-coureur d'agression, d'avoir cette queue hyper raide, toute droite, comme un i, et qui remue certes de droite à gauche, mais vraiment sur une très faible amplitude et de façon très rigide. Après, il y a aussi le chien, comment il est fait physiologiquement. C'est-à-dire que entre un corgi, par exemple, qui va vraiment avoir un queue dans le prolongement de son dos, ça va pas être la même communication qu'un husky qui a la queue retroussée et qui s'enroule au-dessus du dos. Donc effectivement, le husky, naturellement, va avoir une queue beaucoup plus haute, naturellement. Donc du coup, c'est un peu l'autre chose à savoir, c'est alors le corps dans sa globalité d'une part. Ensuite, on s'adapte à la morphologie du chien. Voilà, on regarde effectivement le corps avec plus de précision, donc le port de queue, les oreilles, etc. Et après, il y a aussi le chien en lui-même, sa race, son type, comment il est morphologiquement constitué, pour qu'on sache adapter aussi notre questionnement sur comment se sent ce chien par rapport à lui, comment il est. Et aussi, il y a l'importance du contexte, d'accord ? Par exemple, un des signaux d'inconfort connus, ça peut être le fait de se lécher furtivement la truffe. Donc un chien qui très vite passe sa langue sur la truffe, ça peut être effectivement un inconfort. Pour autant, ce soir, quand vous allez donner la gamelle de votre chien, il y a de fortes chances qu'il se lèche la truffe. Donc, encore une fois, tout dépend du contexte. Mon chien se lèche la truffe, au secours, il est stressé. Non, il est juste en train de déjà saliver parce qu'il sait qu'il va recevoir sa gamelle et donc les papilles sont déjà en train de se mettre en place. Un chien, il peut aussi se lécher la truffe pour réhumidifier son nez, pour pouvoir
capter plus de particules odorantes au cours d'une recherche. Ok, d'accord. Donc voilà, donc il y a effectivement les différents signaux de langage corporel qu'on peut apprendre, donc se lécher la truffe, bâiller aussi peut être un signal d'inconfort. Ouais. Et vraiment, ça va être en fonction du chien, du contexte, qui va nous aider à savoir si là, on est sur un langage corporel OK, ou si on est sur un langage corporel d'inconfort léger ou plus important. Ok. Et une petite dernière question concernant ça. Quand un chien, parce que mes deux chiens de mes parents, ils avaient tendance à se grignoter un peu les pattes. Et je sais que ça, on m'avait dit que c'était un signe de stress de se mordiller un petit peu les pattes d'un coup violemment. Ouais. Alors ça peut être un signal de stress, mais là on est plutôt sur quelque chose de vétérinaire. Tu vois ? Ah d'accord. Ouais, Ok. chien qui se lèche les pattes, moi j'irai d'abord voir le vétérinaire parce que c'est certainement avant tout une cause médicale. Mmh. Et le vétérinaire pourrait très bien dire oui, c'est certainement dû au stress, mais normalement le stress c'est un diagnostic d'éviction. C'est-à-dire que c'est une fois qu'on a vérifié au niveau local, etc., enfin voilà tout ce que pourrait faire un vétérinaire comme examen clinique ou examen un petit peu plus poussé, c'est lui qui pourra dire bah là il se lèche les pattes parce que par exemple il a une petite dermatite au niveau entre les pattes, comme c'est une zone qui est quand même humide, parce que les chiens, contrairement à nous, ils ne peuvent pas réguler leur température corporelle en transpirant de tout leur corps. Ils transpirent uniquement au niveau des coussinets. Ah, je savais pas ça. Ouais, c'est hyper important de le savoir. Ok. Et en haletant, quand ils ont la gueule grand ouverte, en haletant, c'est aussi une façon de réguler sa Oui, température il se régule. corporelle. Ok, d'accord. Donc du coup, forcément, comme ils ont les quatre pattes au sol, qu'en plus ils transpirent par là, ça peut être une zone assez humide. Donc ça Ok. peut aussi être une zone qui est propice aux petites inflammations diverses et variées. Ok. Sachant qu'un chien qui se laisse les pattes, ça peut aussi être un chien qui a des douleurs arthrosiques par exemple. Enfin, ça peut être un tas de choses. Donc tu vois, cette question-là, ce serait presque plus intéressant de la poser à un vétérinaire Ouais, pour savoir, carrément. mon chien se lèche les pattes, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, il va te répondre une palanquée de réponses encore plus large que ce que je viens de te dire. Oui, ça peut être beaucoup plus large que ce qu'on pense. Ouais. Et de quoi on a besoin avant l'arrivée de notre chiot au niveau du matériel, des jouets? Qu'est-ce que tu recommandes? Ouais, alors ouais, ça c'est une sacrée question aussi parce que c'est vrai que entre le coût du chiot en lui-même, parce que si peu importe où on l'adopte, il y a un coût, même si on l'adopte en refuge par exemple, il y a quand même un coût lié à l'adoption. Donc c'est vrai que mis bout à bout, c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. En plus, on a les vaccins, on sait qu'on a les vaccins. C'est ça, ouais. Au début, il y a des petits colliers, après, c'est des plus gros colliers selon la grandeur du chien, etc. Ouais, tout à fait. Et toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit vraiment comme accessoire indispensable à avoir? Alors, niveau sellerie, donc tout ce qui est équipement pour aller promener son chien, honnêtement, on trouve plein de petits harnais à vraiment pas cher dans des magasins de base. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter le plus beau harnais qu'on a repéré, ça on le prendra pour plus tard. Okay. Mais on peut prendre un petit harnais basique. L'essentiel, c'est qu'il y ait vraiment qu'on ait un harnais qui soit le plus souple possible, qui ait le moins de points de rigidité possible, qui puisse se régler de chaque côté du chiot, de chaque côté au niveau du cou, mais aussi de chaque côté au niveau des aisselles, de l'arrière des aisselles. Parce que quand on a juste un fermoir, un clip, un petit clip pour fermer, du coup on peut régler que d'un côté et souvent ça fait que le harnais il tourne en fait. Ah d'accord, ok. Moi ça me dérange pas qu'on garde le collier, enfin qu'on soit uniquement au collier au début ou même tout court. Oui, il y en a plein qui disent que tant qu'il est petit ça dérange pas. J'irai pas jusqu'à cette réalité-là parce qu'en fait ça dépend d'un tas de choses, parce qu'en réalité effectivement le collier c'est pas l'idéal. Pourquoi ? Parce que le cou c'est quand même une zone hyper fragile. Donc évidemment que nous, si on nous tirait au collier, ce serait pas hyper confortable. Je sais qu'avant, au début, quand j'étais, au début de mon activité, j'avais tendance à très vite aller sur le harnais. Maintenant, je suis plus flexible là-dessus parce que c'est pas toujours la priorité dans ce que j'ai à travailler avec mes clients, tout simplement. Okay. Donc voilà, en sachant que il y a certains chiens pour qui peut-être que le collier est le moins intrusif. Je pense notamment aux chiens au dos long.
Ce serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui est vraiment calé en biomécanique, parce que justement, on y revient aussi à cet argument que le harnais, c'est ce qu'il y a de mieux pour nos chiens. Mais en fait, je pense que ça dépend aussi et surtout de la morphologie, de l'environnement dans lequel on est, etc. Après, moi, ce que je conseille, c'est d'investir dans une petite longe légère. Donc une longe, c'est quoi? C'est une très longue laisse. Ok. Moi, j'aime bien qu'on ait une 5 mètres. Ok. Au niveau longueur, parce qu'il existe plus long, mais au début, quand c'est nos premières expériences en longe, 10 mètres, ça peut vraiment être long. Et avec un chiot, c'est pas forcément nécessaire, parce qu'en général, quand il arrive tout petit, à ses 2-3 mois, en général, il reste quand même pas mal vraiment à grande proximité de nous, puisqu'on est son seul repère du jour au lendemain. Donc 5 mètres, je trouve que c'est amplement suffisant. Amplement suffisant pour qu'il ait une sensation de liberté, c'est-à-dire qu'on va pouvoir suivre notre chiot au maximum, mais qu'on est quand même un peu comme une ceinture de sécurité en fait. C'est-à-dire que notre ceinture de sécurité, tout pendant, on peut se mouvoir dans notre voiture assez facilement, on peut aller chercher un truc dans notre sac à main et la ceinture de sécurité va suivre. Oui. Par contre, en cas de choc, en cas de danger imminent, c'est là que la ceinture de sécurité se bloque. Ok. Et du coup, là, pour le coup, elle intervient tout de suite. Elle attend pas qu'on soit arrivé le nez dans le volant pour se bloquer. Bah, moi, la longe, je la vois un petit peu comme ça. Okay. Donc, la longe, l'idée, c'est vraiment de la tenir toujours de façon détendue, de sorte à ce que le chiot puisse avoir la sensation d'être le plus libre possible de ses mouvements. Mais par contre, on ne la laisse pas traîner au sol, justement pour pouvoir avoir un frein d'urgence, même s'il ne s'agit pas de tirer, évidemment. Oui. Mais voilà, ça peut arriver qu'on ait une surprise, quelque chose, un événement inattendu à l'extérieur. Et du coup, le fait qu'elle soit... de l'avoir. Voilà, exactement. Et je trouve ça beaucoup mieux d'avoir une longe de 5 mètres plutôt que d'avoir tout de suite une laisse courte. Puisque la laisse courte, ça encourage quand même beaucoup à tirer. Puisque plus exactement comme si on avait un enfant qu'on tenait à la main systématiquement. Oui, qui s'est emprisonné. Voilà, l'enfant il a aussi besoin à un moment donné d'avoir un petit peu de liberté. L'enfant, on peut lui apprendre plus facilement le code de la route que les chiots. Oui. Les chiots, ils sont quand même pas ils sont pas faits pour lire les panneaux, etc. Le danger de la route, etc. C'est pas forcément quelque chose qu'on peut leur inculquer verbalement. Donc la longe, pour ça, elle me paraît vraiment bien. Ok, donc déjà la longe. Une bonne pochette à friandises. Super important. Il faut jamais rater une occasion de pouvoir récompenser les bons comportements de son chiot et de pouvoir faire des bonnes associations avec toutes les choses bizarres de notre environnement dans les yeux de notre chiot. Okay. Donc il faut toujours partir avec sa pochette à friandises, même si vous ne l'utiliserez peut-être pas à chaque fois, au moins vous l'avez s'il y a besoin. Et de toute façon, vous en aurez besoin à chaque fois. Okay. Donc vraiment une bonne pochette à friandises, hyper important aussi. Et je disais du coup pour les jouets, est-ce que tu as des jouets un petit peu incontournables ou... Ouais, alors les jouets, moi j'aime bien qu'on ait différentes textures de jouets, parce que les jouets, ce sera une grosse partie de nos stratégies pour limiter les mordiments sur nos mains ou sur notre mobilier. Donc moi j'aime bien qu'on ait différentes textures, parce qu'il faut savoir que les chiots, tout pendant que leurs dents sont encore en train de pousser, quand ils perdent leurs dents de lait et que leurs dents définitives sont en train de pousser, c'est extrêmement douloureux pour eux, surtout que eux ça se fait vraiment de façon hyper rapide, beaucoup plus rapide que pour ils mettent combien de temps d'ailleurs? Ça dépend des races, parce que tu vois, entre un chihuahua et un dog allemand, autant te dire que les mêmes choses. Voilà. Donc on va dire jusqu'à 5-6 mois, normalement on sort à peu près de la galère des mordiments à cet âge-là. Ok, d'accord, ouais. Voilà, pour donner un ordre d'idée, mais encore une fois, ça dépend d'un tas d'autres paramètres. Donc ouais, les jouets, différentes textures. J'aime bien qu'on ait des jouets un petit peu qui craquent. Donc souvent, c'est des jouets où il y a du papier dedans, du papier plastique. Oui, okay, donc ça se froisse un peu, ça fait du bruit. Donc ça, les chiots, ils adorent. J'aime bien aussi qu'on ait des balles avec des picots souples dessus, parce que du coup, ça vient masser les gencives. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais, c'est un bon jouet pour les chiots. J'aime bien aussi qu'on ait des jouets sur lesquels le chiot il peut tirer, donc on peut jouer un petit peu avec lui et lui il tire sur la corde. J'ai une grosse affection pour les tugs. Les tugs, c'est quoi? C'est un jouet à tirer, mais c'est un jouet qui est vraiment fait pour. Donc en gros, on a une espèce de laisse avec une dragonne et un élastique qui permet de réduire un petit peu les secousses. Et au bout de cette petite laisse, finalement,
on a un jouet que le chiot peut attraper. Et du coup, moi j'aime bien donner, en fonction du chiot que j'ai, j'aime bien choisir les matières. J'aime bien que au bout du tug, il y ait plusieurs matières, qui est par exemple de la petite moumoute, une balle qui pouique, enfin, qui ait différentes textures qui pas qui se chevauchent, mais qui se suivent plutôt. Comme ça, au moins, ça optimise les chances que le chiot ait effectivement une surface intéressante à mordre de son point de vue, au stade où il en est dans ses douleurs, tu vois. Et du coup, ça évite un max que les chiots reviennent vers nos mains pour nous mordiller. Oui, parce que c'est vrai que ça peut arriver beaucoup au début. Exactement. Et ça, c'est un problème que rencontrent beaucoup mes clients. C'est ouais, mais j'ai beau lui agiter de jouet, il revient sur mes mains. Ouais. Bah déjà, si on a un jouet Tug vraiment spécialement conçu pour ça, bah déjà, on peut se retrouver avec un jeu qui fait 1m30. Ok, oui, Donc bah c'est oui. top. Donc du coup, nos mains sont super loin. Ouais. Et du coup, on peut vraiment faire parcourir le jouet dans notre logement. Faire vraiment parcourir le jouet au sol, tout en ayant, nous, notre main vraiment inaccessible au chiot. Pour pas notamment qu'il nous morde. Exactement. Ok. Parce que du coup, quand on agite notre jouet, forcément, on fait aussi bouger notre main. Et donc, si notre main est plus intéressante dans la gueule du chiot, selon lui, à ce moment-là, bah, on aura beau le rediriger sur notre jouet, il va choisir notre main. Oui. Si notre main est très éloignée parce qu'on a un jouet adéquat, on optimise les chances que ça se passe un peu moins souvent. Et est-ce que tu trouves que c'est bien les tapis de lèche aussi pour les chiots? Pour Ouais, soulager carrément. la dent vu que c'est froid. Alors, oui, tapis de léchage, moi j'aime bien aussi les jeux à fourrer. Oui. Donc, on parle des Kongs, souvent ils sont très connus. Alors, c'est des super jouets. Tu trouves ça bien les Kongs? alors, Ouais. C'est Parce pas qu'on mes en jeux. fait, Ouais, tout un ouais, truc de carrément. j'en vois partout à Ouais. chaque fois. Ils sont bien dans le sens où déjà ils ont une dureté, enfin une rigidité qui Spécifique, ouais. voilà, qui est spécifique en fonction de l'âge du chien. Donc ça c'est pas mal. Maintenant c'est pas mes jeux à fourrer préférés parce qu'ils sont quand même le trou est quand même assez petit. Pour choper, c'est compliqué. C'est ça. Alors déjà souvent je conseille à mes clients de prendre la taille au-dessus de ce qui est conseillé. Et pour éviter que le chiot soit frustré de Bah ne oui, pas de pas y réussir à arriver. lécher jusqu'au bout. C'est vrai. Bah exactement. Bah, souvent, ce que je fais, c'est que je dis à mes clients de mettre une portion de leurs croquettes, donc des croquettes sèches, au fond, à peu près jusqu'à la moitié, plus. Enfin voilà, on adapte en fonction du chien. Et après, de mettre de la pâtée pour finir. Ok. Comme ça, le chiot peut lécher sa petite pâtée, soulager ses gencives du froid si on a effectivement mis le jouet au frais. Et après, à la fin, c'est très facile d'obtenir ces croquettes juste en bougeant le jouet. Comme ça, on n'a pas de frustration qui peut être liée à ce jouet. Oui, c'est comme nous, on pourrait pas jouer à notre jeu, enfin on n'arriver pas à gagner, au bout Exactement. d'un moment on serait désespéré, ça Bah, nous c'est ça. saoulerait. En fait, les chiots sont tout aussi mauvais joueurs que nous, Bah oui. les êtres humains. Hein. Si au bout de 3 parties de Uno, tu perds, en général, t'as plus très T'as envie plus de jouer d'y retourner derrière. en fait, ça t'intéresse plus. Et c'est assez décisif. D'ailleurs, notre expérience face à un nouveau jeu de société va être déterminante si on va vouloir le refaire pour la suite. Donc, faut qu'on optimise l'échange. J'ai énormément de clients qui me disent « Oh là là, mais moi, mon chien, le Kong, il s'y intéresse pas du tout. » Mais c'est parce qu'en fait, le chiot, il a été en échec total Bah oui, avec. et du coup il a pas envie de revenir, c'est normal. Ouais. Donc, c'est pas mon jeu à fourrer préféré, mais ça reste un bon jouet. Ça reste une valeur sûre d'un point de vue sécuritaire, parce qu'on adapte effectivement en fonction du niveau de la morsure du chien et de son niveau de développement dentaire. Et au moins, on est sûr de toujours en trouver en magasin, quoi. Oui. Et les tapis de léchage, c'est bien pour le côté un petit peu, parce que le lécher libère des endorphines apaisantes. Donc ça peut être pas mal Je aussi. savais pas ça. Ouais. Quand il lèche, ça les détend Ouais, un peu. ouais. Ok, Ça aide d'accord. à détendre, donc c'est sympa. Et l'avantage par rapport au Kong, c'est qu'il a pas besoin de le tenir entre ses pattes. En plus, c'est que C'est stable. voilà, en fait. c'est stable, surtout si on a des petites ventouses. Après, peu importe le jouet qu'on donne, qu'il soit à fourrer ou à lécher, enfin en tapis de léchage, c'est toujours bien de le mettre sur un tapis antidérapant. Parce Oui, que pour pas qu'il s'amuse à glisser partout, quoi. en fait, c'est plutôt pour préserver son chiot, parce que nos sols sont pas super adaptés pour nos chiens. C'est vrai. Souvent, Les carrelages. Oh, les Ben ouais, pauvres. en fait, tout Ils glissent partout. Mais exactement. Ouais. Et souvent, il y a un petit côté, ça nous fait presque rire, parce que on peut pas s'empêcher de trouver ça mignon, un petit chiot qui glisse, pick-up, puis il repart. Oui. Mais en vérité, nous, quand on glisse dans notre salle de bain, même si ça dure un quart de seconde, souvent, ça nous fait un petit aïe. Oui.
Ouais, Et ben, on est voilà. choqués, ouais. Et nous, on a ça que dans notre salle de bain, donc le temps qu'on y passe, le temps où on sort de notre douche, où on y rentre, les chiots, il faut se dire qu'ils ont ça tout le temps. Et souvent, on parle du temps de balade au début pour faire attention à la croissance de son chiot, à ses articulations, à son bon développement. Et c'est vrai, il faut y faire attention. Maintenant, la majorité du temps, notre chiot, il glisse pas quand il est en balade. Alors que toute la journée, dans notre domicile, il glisse. Oui, c'est vrai. Et finalement, l'ennemi juré numéro 1, c'est oui, le temps de balade, effectivement, enfin le nombre de kilomètres parcourus, plus, mais c'est aussi surtout nos sols glissants. Et je vois... En fait, au tout début que j'ai commencé dans mon entreprise, je disais à mes clients qui avaient des chiots, je leur disais, rangez vos tapis, parce que si vous avez des pipis à nettoyer sur les tapis, c'est galère. Et ben en fait, maintenant, je dis tout l'inverse. Je dis, gardez, non seulement laissez-les, mais rajoutez-en si... Ah ouais, carrément. Carrément. Okay. En fait, y a rien de mieux qu'une moquette pour un chiot, malheureusement. On est d'accord. Hein, c'est galère à nettoyer, mais lui, il sera plus confort. C'est archi moche et c'est plus galère à nettoyer. Maintenant, ils font des... Ceci dit, il y a des brosses maintenant. En fait, c'est des produits où il y a carrément la brosse qui est au bout du produit, en fait. Et du coup, tu asperges ton tapis et puis tu peux brosser en même temps. Et ça fonctionne pas trop mal. J'ai des clients qui ont essayé, je leur ai demandé de me faire un retour. Et ça fonctionne pas trop mal à partir du moment où c'est fait très rapidement, quoi. Ok, d'accord. Donc voilà, donc gardez vos tapis et rajoutez-en même. Et quand vous voyez votre chiot glisser régulièrement à un endroit, rajoutez un tapis à cet endroit-là. Ok, d'accord. Et est-ce que tu as des conseils à nous donner lorsque le chiot, ça y est, on l'a adopté et c'est le premier jour à la maison? Premier jour à la maison. Ah là là, moi j'ai peur de ça. Ouais. Mais c'est bien en même temps d'en avoir peur parce que ça montre aussi qu'on a conscience que c'est un gros cap pour le chiot. Parce que, encore une fois, comme le chiot ne parle pas français, le jour où on vient le chercher, il n'en sait rien de ce qui va se passer. Et puis du coup, on le sépare de sa famille, de totalement. sa maman, de ses frères et sœurs. On le sépare de sa maman, de sa fratrie et de l'environnement qu'il a connu jusqu'alors. Ouais. Voilà, il a connu que ça. Il vient d'arriver. Il y a 2 mois auparavant, si on l'adopte à 2 mois, il était encore dans le ventre de sa maman. Et du coup, effectivement, on le retire d'un coup d'un seul de l'environnement le seul environnement qu'il a connu. Et du coup, évidemment que c'est stressant. Et c'est pas forcément facile à percevoir. C'est pas parce que le chiot ne chouine pas, c'est pas parce que le chiot il explore, c'est pas parce que ça a l'air d'aller que le chiot ne vit pas un stress quand même. Ouais. Il peut par contre bien vivre son stress, d'accord ? Mais du coup, c'est effectivement pas le meilleur moment pour présenter son chiot à toute la famille. Ah ouais, toi tu recommandes pas trop ? Ouais, alors quand je dis à toute la famille, c'est dans le sens la famille élargie. Oui. Évidemment que quand on est une famille avec 2 enfants par exemple, évidemment que tout le monde est sur place. Mais moi je recommande quand même que pour les 3 premiers jours, on laisse un petit peu de calme, parce qu'en fait, le fait même d'être dans notre maison, c'est déjà une nouveauté. Donc on est déjà on est déjà dans la socialisation. Donc on est déjà en train de montrer un nouvel environnement à notre chiot. Donc c'est déjà énorme. On n'est même pas obligé de sortir en balade les 2-3 premiers jours. Hein. Si on n'a pas de jardin, évidemment qu'il faut le sortir pour ses besoins. Mais moi, ça me choque pas du tout qu'on se laisse 2-3 jours pour observer son chiot. Juste profiter, découvrir les lieux. Le laisser découvrir à son rythme, lui montrer un petit peu comment ça fonctionne à la maison, où va se passer son repas, où va se passer son dodo, lui faire découvrir ses nouveaux jouets, sachant que en général on a acheté quand même plus qu'un jouet. Oui. Donc on peut tout à fait pourri gâté dès qu'il arrive. Voilà, exactement. Donc on peut tout à fait lui avoir déjà 2-3 jouets à lui donner quand il arrive, et puis le lendemain lui en présenter un nouveau. Comme ça on est toujours dans cette logique de socialisation, d'apporter de la nouveauté, de montrer que la nouveauté c'est cool, que ça fait pas peur. Donc voilà, moi ça me choque pas du tout qu'on se laisse 2-3 jours avant de sortir et partir effectivement à l'aventure, progressivement en fonction de son chiot. Et tu penses qu'il faut prendre à peu près combien de semaines de vacances ? Je prends par exemple mon cas,
moi je vais poser des vacances pour accueillir mon chiot chez moi, faut que je prévoie plutôt 2 semaines, plutôt 3 semaines, voire un peu plus. Qu'est-ce que tu recommandes en général quand on accueille son chiot? Alors c'est hyper difficile de répondre à ta question parce qu'il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Bien sûr. Déjà l'idéal, je saurais pas te donner d'idéal dans la mesure où chaque chiot est différent. Et un petit peu comme pour les enfants, en fait, on va jamais avoir la même réponse. Et ce qui va compter, c'est notre chiot à l'instant T, où il en est de ses compétences, est-ce qu'il sait rester seul. Évidemment qu'au début, il ne saura pas rester seul, oui. c'est tout à fait normal. Et il ne devrait pas d'ailleurs être seul au début. Ouais. D'ailleurs, dormez avec vos chiots. Ah oui, ça c'était une question que j'allais te poser. On parlait justement. des 3 premiers jours, mais dormez avec vos chiots, on y reviendra plus tard. Ne pas le laisser dormir seul, surtout les premières nuits. Ouais, donc autant de vacances que tu peux prendre, ce sera bien. Okay. Mais de toute façon, dans notre réalité, où en général, on n'a pas plus de 5 semaines dans l'année, on peut avoir plus en fonction du lieu où on travaille. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce sera jamais suffisant dans la mesure où si votre chiot, vous allez chercher à 2 mois, il va avoir besoin de vous pendant quelques mois. Oui. Et il va falloir adapter effectivement à sa réponse à lui. Il y a des chiots où assez rapidement, on peut leur apprendre la solitude. Et très rapidement, ils vont bien supporter des demi-journées tout seuls. Okay. Il y en a, ce sera leur point faible. Donc on n'a pas le choix que de s'adapter au chiot qu'on a en face de soi. Donc en fait, bien se préparer, c'est aussi prévoir un bon budget. Parce qu'en fait, on ne sait jamais à quoi on va être confronté comme challenge avec notre chiot. Parce que même si notre éleveur... l'éleveur ou en tout cas les naisseurs ou les personnes qui connaissent le chiot, si on est dans le cadre d'une adoption en refuge... on a beau avoir déjà des petits points de caractère, de tempérament. Par rapport aux parents et tout ça. Ouais, puis par rapport à ce qu'on observe aussi du chiot à l'instant T, bah ça dit pas grand-chose de lui en fait. Enfin, il est encore que tout petit et c'est exactement comme si nous, à l'âge de 3 ans, on nous mettait une étiquette sur le front et qu'on devait la garder alors qu'on est devenu adulte, qu'on a travaillé sur nous. Il y a le tempérament, mais après, il y a aussi tout ce qu'on met en place, toutes les rencontres qu'on peut faire qui fait qu'on évolue, en fait. Donc finalement, quand on adopte notre chiot, on sait jamais trop à quel type de challenge on va être confronté. On peut avoir une idée côté génétique, parce que les chiens, ils ont quand même été sélectionnés sur un travail bien précis à effectuer. Donc on sait globalement que quand on a un chien de berger, on sait qu'il va falloir lui apprendre, par exemple, à ne pas courir après les vélos, les joggers, ce genre de choses. Ne pas pincer les mollets des gens. Exactement. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est sa tolérance à la solitude. Ça, c'est difficile de l'anticiper. Et on peut avoir un chiot qui peut avoir une sensibilité au départ et puis plus du tout derrière, ou avoir un chiot pour qui on a l'impression que ça se passe très bien et finalement plus tard on se rend compte qu'il a une sensibilité face à ça. Donc du coup, pour revenir à la question du budget, c'est il faut prévoir un budget pet sitter si on n'a pas de personnes autour de nous pour prendre notre chiot régulièrement, parce qu'il se peut que même si on a pris 3 semaines de vacances, il se peut, et c'est fort probable que notre chiot soit pas encore en capacité de rester des demi-journées tout seul. Tout seul, ouais. Et justement, à propos de la solitude, tu disais tout à l'heure, c'est bien aussi les premiers jours de le laisser dormir un petit peu avec nous. Pourquoi c'est important ? C'est important parce qu'en fait, le chiot, du jour au lendemain, il a plus rien. Jusqu'ici, il a toujours dormi au contact de ses frères et sœurs. Donc si du jour au lendemain, il se retrouve tout seul pour dormir, c'est quand même un petit peu brut pour lui. C'est hyper brutal. Et puis de toute façon, le chien, on en revient à ce qu'on disait au tout début du podcast, à savoir déjà connaître l'espèce canine, quels sont ses besoins au-delà du chiot. Il faut savoir que le chien, c'est un dormeur social. C'est-à-dire que quand il en a la possibilité, il aime dormir en présence d'autres individus. Ça ne veut pas forcément dire que votre chiot, en grandissant, va vouloir rester collé à vous dans le lit, parce que du coup, il y a des chiens qui... Oui, ça c'est la peur de beaucoup, que du coup, on s'aide petit et que du coup, à la fin, il reste tout le temps dans le lit, par exemple. Exactement. Et déjà, c'est OK. Si on a envie de faire ça, c'est OK. Ma chienne, elle a 8 ans et ça fait 8 ans qu'elle dort avec nous. Elle descend quand on a besoin qu'elle descende. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, le chien, après, il va avoir son tempérament, ses motivations qui lui sont propres.
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chiens nordiques, donc je pense aux huskies, malamutes, Ouais. etc. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui dorment dans le lit, enfin sur le lit avec leurs humains, tout simplement parce qu'il doit avoir beaucoup trop chaud. Ouais, par exemple. Et certainement qu'il se met plutôt au frais sur le carrelage, près de la porte pour avoir le petit courant, le petit air frais qui passe en dessous. Encore une fois, c'est des généralités. Hein. Il y a certainement plein de monde là qui nous écoute et qui disent, qui regardent leur husky en disant, toi, tu dors dans toi, le tu lit. dors avec nous, toi. Et c'est trop bien. Mais oui. Mais oui, de toute façon, les chiens sont des dormeurs sociaux, donc quand on leur laisse la possibilité, en général, ils font le choix de dormir avec nous, que ce soit sur le lit, en dessous, à côté, ou juste à l'embrasure de la porte, quoi. Et moi, j'aurais une question aussi qui, je pense, intéressera beaucoup de monde. C'est comment on gère au tout début la propreté du chiot. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent qu'on doit sortir toutes les heures, d'autres toutes les 2 heures. Il y en a qui disent avec à l'aise, d'autres pas à l'aise. Comment, toi, avec vraiment ton avis à toi, qu'est-ce que tu nous recommandes de faire ? Déjà, c'est important de savoir que le chiot sur le plan physiologique, il peut pas se retenir comme un chien adulte normalement quand constitué. il est chaud, il contrôle pas. Voilà, ses sphincters ne sont pas encore à maturation, donc c'est tout à fait normal que quand il a envie de faire pipi, ça aille très vite et que très vite il va se soulager. Donc au début, c'est bien de sortir toutes les 1 à 2 heures. Moi, souvent, ce que je conseille à mes clients, c'est de se mettre... En fait, dès que le chiot a fait pipi dehors, tout de suite, ils se remettent un petit rappel sur leur téléphone. Ah ouais, pour pas oublier, comme ça. Voilà, dans 1 heure. Et comme ça, après, dans 1 heure, si ça sonne, tu peux réévaluer. Si ton chiot est en train de dormir, on ne le réveille pas pour aller faire ses besoins. On réveille pas un chiot. Au même titre qu'on réveille pas un bébé, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une exception, hein. Je veux dire, si c'est l'heure d'aller chez le veto, tu vas devoir le réveiller, tu vois. Ouais. Mais c'est comme tout, en fait. Si c'est une fois de temps en temps, c'est pas grave. Mais un chiot, il dort, il a besoin de récupérer. Donc on ne le réveille pas exactement comme on ne réveillerait pas un nouveau-né, en fait. Donc du coup, pipi toutes les 1 à 2 heures. Ouais. Et puis après, il y a les moments clés. Il y a après avoir mangé... Après avoir bu aussi, après avoir joué par exemple. Donc jouer, ça peut être toi quand tu joues avec un petit jeu à tirer par exemple, ou ça peut être aussi quand tu lui fais des petits exercices d'apprentissage, qui sont aussi des jeux en fait. Et puis au final, souvent on donne aussi des petites croquettes ou on récompense au jeu. Donc de toute façon, en général, derrière, il va y avoir un petit pipi. Ok, d'accord. Mon meilleur conseil pour la propreté, c'est de tenir un petit journal avec son choix de support, le support de votre choix en fonction de ce que vous aimez, si vous êtes plus team téléphone, ordinateur ou papier, peu importe. Mais du coup, moi j'aime bien qu'on note le jour, la date du jour, l'heure à laquelle le chiot a fait pipi, si c'est pipi ou caca, on le précise, et si le chiot a fait pipi dedans ou dehors. Et de se mettre en commentaire qu'est-ce qui s'est passé avant, quand il y a eu un pipi à l'intérieur. Okay. Comme ça, ça nous aide à être un petit peu plus proactifs et de se dire finalement, les conseils lambda, c'est pour mon chiot de 2 mois d'y aller toutes les 2 heures. Moi, je vois que mon chiot a besoin d'y aller un petit peu plus souvent, que ça peut revenir un peu plus souvent. Et notamment, mon chiot, même si je l'ai sorti à 9 heures, comme après je lui donne à manger, finalement, 1 demi-heure après, il a déjà envie. Que je ressorte, ouais. Voilà. Donc du coup, ça nous donne vraiment des informations précieuses et puis ça nous aide à rester objectifs. Avoir un chiot, c'est fatigant. C'est super dur, beaucoup plus dur qu'on ne le croit. Et du coup, des fois, avec la fatigue qui va avec le fait qu'on ait un chiot, on peut avoir l'impression que la propreté régresse, alors qu'en fait, quand on regarde sur notre document, non, en fait, il a juste fait 2 pipis hier dans la maison sur 12 pipis à l'extérieur. Donc finalement, ça va. Tenir le carnet, ça nous permet de relativiser dans les moments de crise, quoi. Exactement. Et puis vraiment avant tout, vraiment de bien connaître le rythme de son chiot. De son chien, ouais. Et en plus de ça, ce sera un outil précieux si jamais il y a besoin d'aller chez le véto parce qu'on a l'impression que notre chiot urine vraiment à une fréquence beaucoup trop élevée pour être normal. Et au moins, on arrive chez le véto, on a notre document, voilà, mon chiot a fait pipi à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Ah, il y a peut-être une petite infection. Et au moins, on a déjà les éléments, on a déjà les faits, quoi, en fait. Ok, d'accord. Alors que si on arrive chez le véto en disant « j'ai l'impression qu'il fait pipi beaucoup », oui, c'est un chiot, c'est normal. Et il aurait pas tort, le veto, de dire ça. Parce que oui, un chiot fait plus fréquemment pipi. Par contre, s'il voit qu'il a fait pipi à 10h10, 10h15, 10h40 et 10h50,
il va se dire là il y a un petit il y a souci. quelque chose. Ok, c'est bon à savoir. Et le premier pipi du matin, tu conseillerais de sortir direct et après donner à manger ou donner à manger et ensuite sortir? Sort direct, parce que de toute façon il aura pas la vessie pour se retenir. Donc en fait, si ton chiot dort bien, au moment où il va se réveiller, il va avoir envie de faire pipi. On y va direct, on voilà. cherche pas. Ben, oui, tout à l'heure, je disais après manger, après avoir bu, après avoir joué. J'ai oublié, effectivement. C'est aussi après un réveil. Donc autant on réveille pas son chiot, autant dès que son chiot se réveille, il faut qu'on soit au taquet. Alors, je vais nuancer un peu parce que des fois, le chiot peut se réveiller juste pour se replacer confortablement dans son sommeil. Donc juste, quand son chiot se réveille, on le surveille comme le lait sur le feu. Et on regarde, est-ce qu'il est juste en train de se replacer pour replonger dans son sommeil, auquel cas, pas de pipi. Ou est-ce que là, il est vraiment réveillé, il se déplace vers sa gamelle, il va boire un petit coup d'eau parce qu'il a la langue pâteuse, j'en sais rien. Et bah là, effectivement, on va... Et puis en général, ils viennent nous chercher dans le lit aussi. Ou il vient nous chercher dans le lit quand c'est le matin. Mais du coup, tu auras aussi plein de siestes au cours de la journée. Donc, oui, donc, ouais. Ok, d'accord. Et d'ailleurs, quand on est en appartement, je conseille à mes clients... tout pendant qu'ils le peuvent d'un point de vue physique, parce qu'après un chiot peut vite peser lourd aussi, mais tout pendant que c'est possible d'un point de vue physique, portez-les dans les parties communes. Il n'y a rien de plus galère que de devoir nettoyer un pipi ou un caca en dehors de chez soi. Donc déjà, charge mentale, voilà. Énorme. Et en plus de ça, une fois que le chiot a expérimenté un endroit où il peut faire pipi, pour lui, c'est rien de plus, rien de moins qu'un endroit où on peut faire pipi. Donc potentiellement, ça veut dire qu'il va potentiellement vouloir refaire pipi à cet endroit-là. Ah, d'accord. Donc moi, pendant 4 mois, j'ai vécu en appartement avec ma chienne sans jardin. Okay. Donc ces 4 premiers mois de vie, parce qu'au bout de 4 mois, elle était bien habituée, et puis elle commençait à être lourde aussi pour moi. Mais, je dis pendant 4 mois, jusqu'à ces 4 mois, pardon. Donc jusqu'à ces 4 mois, je l'ai portée pour être sûre d'arriver vraiment à l'extérieur de la résidence. Surtout que moi, j'habitais une résidence où il y avait une partie commune extérieure, mais où il n'y avait pas le droit même il y avait un endroit où il y avait de l'herbe, mais c'était interdit pour les animaux. Okay. Donc elle m'aurait fait un pipi ici, j'aurais été bien en galère. Donc je la portais vraiment jusqu'à ce que je sois complètement sortie de ma résidence pour la poser là où elle pouvait faire pipi. C'est une trop bonne idée ce que tu dis. C'est super important. Ah, j'aurais jamais pensé. Et pour sa charge mentale et pour le bon apprentissage du chiot. Ouais. Et il y a pas eu des fois où t'as fait pipi dans les bras en sortant non. ou autre. Non, ça va. Il y aurait pu avoir un problème médical, hein, mais ou une peur intense qui fait qu'elle se fait pipi dessus entre guillemets. Mais normalement, un chiot, tout pendant qu'il est porté, il va pas... Sauf si je la portais pendant des heures et que... Enfin, tu vois, mais là, je la porte vraiment au moment M. Et comme t'anticipes en amont les pipis, etc., Et d'ailleurs, en général, quand ton chiot est en train de faire pipi, si tu le portes, en général, les sphincters se coupent automatiquement. Puis il est plus confortable, il est plus dans une position pour le faire, quoi. Et justement, toi qui as eu une chienne, c'est ça, en appartement, au niveau des aboiements en appartement, comment t'as fait pour gérer ça? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une grosse pression que mes clients se mettent en appartement. À moi, la première. Ouais. C'est pour ça que je tenais absolument... C'est la question que je tenais à te poser le plus pour ce podcast. Donc c'est un vrai sujet. Déjà, il y a la question aussi du chien qu'on va prendre. Parce qu'il y a des chiens quand même plus aboyeurs que d'autres. Parce qu'ils ont été sélectionnés pour ça. C'est le cas des Spitz, par exemple. C'est le cas des Beagles. Enfin, c'est le cas d'un tas de chiens où ils ont été sélectionnés sur leur capacité à sonner l'alerte, par exemple, par les aboiements. Donc déjà, on met pas toutes les chances de notre côté quand on a peur de déranger nos voisins avec les aboiements de notre chien. On met pas toutes les chances de notre côté en prenant un chien qui a été sélectionné pour aboyer assez rapidement, d'accord ? Parce que ça fait aussi partie de leur sélection. Et si c'est tout à fait juste de travailler les aboiements de sorte à ce que notre chien soit confortable et ne se sente pas en insécurité et donc de devoir aboyer à tout va. Si notre chien il aboie juste parce que ça fait partie de sa sélection et que par ailleurs il est confortable d'un point de vue émotionnel, c'est pas forcément éthique de vouloir aller le travailler. Ok, d'accord. C'est pas parce qu'on peut modifier un comportement qu'on doit le faire. Faut toujours que ce soit en cohérence avec le bien-être du chien, le bien-être de l'humain, parce qu'on peut pas penser le chien sans son humain. Mais il faut savoir aussi en tant qu'humain se dire j'ai adopté un husky, évidemment que je ne peux pas le laisser 3 jours sans bouger en faisant juste une sortie pissette, tu vois. Du coup, il y a aussi ce côté-là. Ok, c'est pas parce qu'on peut apprendre des choses que c'est éthique de le faire.
Deuxième chose, c'est que les aboiements, souvent, dans les appartements, on a tellement peur que ça arrive que du coup, dès que notre chiot aboie, et ben on est tout de suite au taquet. Voilà. Et puis surtout, on est au taquet, on fait chut, chut. Enfin, et bref, et du coup, le chiot, souvent, il apprend très vite que, tiens, c'est marrant, dès que j'aboie, j'ai de l'attention. Ah ouais, d'accord. Et du coup, c'est bien aussi que notre chiot, il ait toute une palette de comportements qui nous arrange un peu plus pour demander notre attention. D'accord ? Et du coup, des fois, plus on a peur d'un comportement, plus il arrive. Bah oui, justement parce qu'on est au taquet, alors que un chien, est-ce qu'il va aboyer dans ton appartement ? Oui, bien sûr qu'il va aboyer de temps en temps, c'est un chien. Si on veut vraiment 0 aboiement... on n'adopte pas de chien. Voilà, on n'adopte pas de chien, ou du moins on adopte un chien très silencieux, parce qu'il a été génétiquement programmé pas pour un ça. corgi en tout cas. Ça va. Je me suis pas embarquée dans un... C'est pas si pire le corgi. Et puis si t'as besoin qu'on en discute évidemment sur le choix de race, je peux compter sur toi. y a pas de souci. mais ça va, ça va. Le corgi c'est pas, oui, ils font partie des petits bavards souvent, ils sont bavards. Mais pour le côté un peu chien de berger plus que pour le côté Spitz qui sonne l'alerte. Enfin, voilà. Mes parents ont un chihuahua, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Franchement, c'est quelque chose. Ça va qu'ils soient en maison. Ouais. Mais waouh, c'est une bonne alarme. Hein. Ouais. Mais ouais, les aboiements, ça fait partie du répertoire comportemental du chien. Donc voilà. Par exemple, moi, ma chienne, tu vois, au début, je me disais qu'il fallait absolument que je travaille le fait que quand on arrivait à la maison, après un moment de solitude, elle nous faisait une grosse fête et elle aboyait aussi. Et elle aboyait vraiment fort, en mode c'est la grosse fête, vous êtes rentrés, quoi. Et au début, je me dis, oh là là, mon Dieu, les voisins, etc. Ouais. Et du coup, dans une logique de vouloir modifier ce comportement, je l'ai d'abord mesuré, en fait. Donc, en gros, pendant quelques jours d'affilée, à chaque fois que je rentrais, je me mettais un chrono au moment où les aboiements démarraient et j'arrêtais le chrono au moment où ça s'arrêtait. Et du coup, en fait, je suis pas allée plus loin que ça en termes de modification comportementale parce que je me suis aperçue qu'au maximum, ça durait 1 minute 30. Je rentre pas 10 fois par jour chez moi. Oui, quand tu rentres du travail ou voilà. Donc en fait, en termes de tapage sonore, du coup, j'étais dans les clous. C'est minime, quoi. En fait. Du coup, les gens auraient pu se plaindre, mais ça restait ok d'un point de vue tapage sonore, quoi. Oui. Donc c'est voilà. vrai que t'as toujours peur de ça, quoi, qu'il y a un voisin qui te fasse chier. Quoi. Et du coup, plutôt que de le travailler vraiment de façon hyper active et donc de prendre de l'énergie, etc., j'ai mis mon énergie ailleurs. Et du coup, tout simplement, en fait, quand je savais que je rentrais potentiellement de nuit, et même des fois dans la journée, j'essayais d'y penser, mais pas toujours. Ce que je faisais, c'est que je gardais toujours un jouet à l'extérieur de chez moi. Donc, je le mettais vraiment sur le... Et comme ça, en fait, je donnais le jouet à ma chienne. Et du coup, souvent, les chiens, quand on rentre, ils sont assez excités. Et du coup, leur mettre un jouet en gueule, ça peut servir de pacificateur. Et en gros, ils mettent un peu toute leur énergie dans le fait de mâchouiller. De prendre, en fait, de garder en gueule et de décharger un petit peu leur énergie dessus. Ok, d'accord. Après, ma chienne est très douée parce qu'elle sait et garder en gueule et aboyer en même temps. C'est une grande artiste. Ouais, elle est très forte. Mais dans tous les cas, ça a quand même réduit l'intensité de l'aboiement. Et on est resté jusqu'à ces 4 ans dans l'appartement et on n'a jamais eu de plainte alors que pourtant on était et pourtant on était dans une résidence vraiment très calme qui était à cheval sur voilà, moi c'est un peu ça hein, c'est pour ça que j'appréhende un petit peu. Je comprends. Mais voilà, dans tous les cas en tout cas c'est quelque chose qui peut se travailler si c'est à une fréquence anormalement élevée et qui démontrerait aussi un mal-être ou alors une façon unique de te demander de l'attention. On pourrait créer d'autres façons de te demander de l'attention pour que justement les aboiements soient moins pertinents pour lui, quoi. Ok, d'accord. Et il y a une manière de réagir quand notre chiot commence à faire des petites bêtises, il va mordiller le canapé, il va détériorer des choses dans l'appartement au début. Comment on peut réagir à ça ? C'est quoi la meilleure réaction possible ? Pour ne pas la meilleure réaction dès le début.
La meilleure réaction, c'est déjà d'anticiper et de préparer son logement pour le rendre un peu puppy-proof. Oui. Donc, au début, le chiot, de toute façon, il découvre son environnement avec sa gueule. Et en plus de ça, comme il a mal à ses gencives en lien avec les poussées dentaires, il doit se soulager. Donc, tout ce à quoi tu tiens doit être caché, rangé, en hauteur, derrière une barrière. Bref, la première chose, c'est vraiment ça. Rendre inaccessible tout ce qui, à tes yeux, aurait de la valeur. Okay. Donc, tu vois, tout ce qui est petites babioles qu'on met sur nos petites étagères pour faire joli, etc. Tu vois très bien. C'est le moment un peu de les mettre de côté, en sachant que c'est provisoire, parce que j'ai plein de clients qui me disent « Bah oui, mais du coup, ça veut dire qu'il va jamais apprendre à vivre avec, et quand je vais les remettre, mon chiot va les mordiller. Non, parce qu'en fait, ton chiot, au bout d'un moment, il aura plus besoin de découvrir autant son monde, parce qu'il va le connaître, et aussi, il aura plus besoin de soulager des douleurs dentaires, enfin des douleurs en lien avec des poussées dentaires. Donc, vraiment, l'anticipation, le fait de rendre ce comportement impossible à apparaître par l'arrangement de notre environnement, c'est vraiment, vraiment un conseil, mais tellement sous-estimé. Oui, à chaque fois, on se dit toujours « Oh, ça va, il va pas y toucher. » Eh ben si, mais bien sûr que si. Et j'ai plein de clients, des fois, je leur dis « Tu sais, ça craint, là, sur ta table. Si t'y tiens, je mettrai en hauteur. Si t'y tiens pas, c'est comme tu veux. T'auras peut-être des trucs à ramasser un jour. » Bon, non, il y touche pas pour le moment. Oui, pour le moment. Mais il apprend à découvrir son monde, donc peut-être qu'aujourd'hui ça l'intéresse pas, mais dans 15 jours peut-être qu'il va faire oui, ça peut... Oui, ça ne rate jamais. Il y a toujours un moment où mes clients m'ont dit « Marion, on aurait dû enlever les pommes de pin comme tu nous as dit. » ou n'importe quel autre objet. Oui, quelle petite déco et tout qu'on aime bien mettre sur nos petits meubles d'appoint et tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Mais vraiment au même titre que quand un enfant en bas âge commence à faire du quatre pattes ou à meubler, il peut faire déménager aussi les babioles. Et si on ne laisse pas, je sais pas, notre petite statuette en cristal quand un bébé commence à faire... un jeune enfant commence à meubler, on va le retirer parce que, évidemment, qu'il va pas faire attention et le mettre par terre même sans faire exprès. Ça veut pas dire que quand il aura 10 ans, il sera pas capable de faire attention. Oui. Donc voilà, donc pensez à, oui, mais plus tard. Oui, non, mais en fait, c'est un chiot, c'est pas un chien, c'est un chiot. Donc on agit différemment. Et tu es, toi, pour les cages dans l'arrivée d'un chiot, je sais qu'il y en a qui disent que c'est bien d'avoir une petite cage de chiot pour établir un périmètre où on est sûr qu'il fasse pas de bêtises. Et il y en a qui disent qu'au contraire, non, faut pas faire ça, il s'habitue à son environnement dès le début et c'est tout. Alors moi, j'aime bien utiliser le parc. Le parc, pardon. J'ai dit cage, mais je voulais dire mais parc. c'est cohérent aussi, parce qu'en fait, il y a aussi des cages, moi je parle plus de caisses, caisses de transport. Je recommande pas forcément la caisse de transport. Les seuls clients pour qui je pourrais vivement le recommander, c'est pour des clients qui voudraient vraiment faire des pratiques sportives de haut niveau avec leur chiot. Avec leur chien plus tard, leur chiot, mais voilà, plus tard. Pourquoi ? Parce que du coup, quand on traîne sur les terrains d'agility, il faut que entre deux courses, notre chien il puisse se reposer. Et du coup, conditionner la caisse à un lieu de repos, ça peut l'aider à se mettre au repos, alors même que l'endroit dans lequel on est, donc le terrain d'agility, va être hyper stimulant, bruyant, etc. Donc ça peut être une bonne idée. Après, du coup, ça m'arrive jamais, puisqu'en général, les clients qui sont déjà au taquet sur faire du sport à haut niveau, en général, ils n'ont pas besoin de mes services, tu vois. D'accord. Donc je conseille pas forcément la caisse. Après, ça peut être une bonne idée d'en avoir une, de la laisser ouverte, parce qu'il y a plein de chiots qui aiment bien avoir un petit espace un peu clos. Donc où on met une petite couverture dessus, comme ça fait une espèce de petite tanière. Mais sinon, moi, je travaille plutôt avec les parcs. Le parc, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut quand même... déjà, c'est modulable à souhait. Oui, tu le fais à la taille que tu veux. Voilà, taille que tu veux, tu peux le mettre à l'endroit où tu veux, et du coup, tu peux le faire évoluer en fonction de ce que tu as besoin d'apprendre aussi à ton chiot à ce moment-là. Donc, apprendre aussi à son chiot à être calme dans son parc, c'est aussi une bonne solution pour, à terme, enlever le parc. Encore une fois, ça n'a pas pour but de rester... Ça n'a pas vocation à rester, mais ça a pour but d'être là pour accompagner le chiot dans les bons comportements et du coup fermer la possibilité à faire des comportements qui vont pas nous arranger, comme manger le canapé ou des choses comme ça. Et du coup, le parc, c'est un petit peu pour moi
Il faut pas le voir comme le lieu où le chiot va passer le plus clair de son temps, parce qu'il a besoin de plus d'espace. Oui. Mais par contre, c'est un bon apprentissage à faire dès le début. Comme ça, les moments où tu ne peux pas surveiller ton chiot comme le lait sur le feu, et bah tu peux avoir la possibilité de le mettre au parc avec une occupation en autonomie, le temps de faire ce que tu vas faire. Okay. Par exemple, admettons, t'as ton chiot, c'est la première fois que tu étends ton linge en présence de ton chiot, il va devoir bouger des petits bouts de tissu. Ouais, ça bouge, c'est rigolo ça. Il va vouloir le mordiller. Ah mince, c'est vrai, j'ai pas anticipé, je savais pas que le chiot pouvait réagir comme ça. Et bah hop, je le mets dans son parc avec un petit jouet interactif qui distribue des petites friandises, des choses comme ça. Comme ça, au moins, moi, j'étends mon linge. Et puis, bah, après, je vais pouvoir réfléchir à qu'est-ce que je mets comme plan d'action en place pour pas que mon chiot fasse ça tout le temps. D'accord ? Okay, d'accord. Donc, soit je fais le choix de le mettre au parc systématiquement à ce moment-là et pourquoi pas lui donner une petite croquette à chaque fois qu'il est calme. Et puis, ou alors je mets un truc un petit peu plus actif parce que j'aime bien entraîner mon chiot. Et du coup, je m'entraîne à faire un petit pas bouger ou un petit au panier. Et je récompense régulièrement mon chiot de rester en panier pendant que moi, j'étends mon linge, tu vois. Ok, d'accord. Donc il y a toujours plusieurs solutions en fonction du temps qu'on a à consacrer à tel ou tel exercice, quoi. On fait toujours nos choix quand on a un chiot parce que entre ce à quoi on s'attendait pas et enfin voilà, et ce qu'on s'était imaginé, bah de toute façon, il y a toujours un écart. Donc voilà, t'auras forcément de l'énergie pour faire tel entraînement, mais peut-être pas pour ce truc-là parce que du coup, t'as ta facilité entre guillemets parc. Évidemment, je suis pas en train de dire que du coup, il faut utiliser le parc tout le temps. Oui. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parc, c'est pas fait pour que notre chiot il reste dedans la plupart de son temps. C'est vraiment qu'il ait un lieu qui peut presque identifier comme une chambre, dans le sens où toutes les bonnes choses arrivent dedans, donc la nourriture, l'eau qui est vitale, et qu'on garde aussi la nuit d'ailleurs, soit dit en passant. Les jouets, les petits tapis de léchage, toutes ces petites choses-là. Qu'il aime bien. Voilà. Et qui le met en confiance, quoi. Bien. Ouais, voilà. Et je trouve qu'un autre avantage du parc aussi, c'est qu'on va tous traverser un moment dans notre expérience avec notre chiot. On va tous traverser ce moment où on va se dire « J'ai envie de le passer par la fenêtre. » Le puppy blues. Le puppy blues, exactement. Donc il y a des moments, voilà, il y a des moments où vous aurez beau être quelqu'un avec un tempérament calme, ouais. Bah en fait il y a des moments où vraiment votre chiot va vous sortir par les yeux et c'est normal, c'est super dur et du coup bah plutôt que de prendre le risque de nous-mêmes escalader en fait l'intensité de nos comportements et d'arriver à des gestes qu'on pourrait regretter parce que on s'est mis un point d'honneur à ne pas violenter physiquement notre chiot, ne pas utiliser la peur, etc. Ne pas crier, etc. Exactement. Et bah du coup, moi j'ai toujours à mes clients, quand tu sens que tu vas craquer, mets ton chiot au parc avec une activité. Et voilà, et laisse passer un peu le temps. Voilà, et toi, va dans ta chambre, souffle un coup, crie dans ton oreiller. Voilà. Et au moins, t'as évité la grosse bêtise. Et c'est ça, t'as évité en tout cas de... Je dis pas que ça peut pas arriver de s'énerver après son chiot, parce que de toute façon, la colère, on l'a vu tout à l'heure, c'est une émotion primaire. Donc ça pourrait arriver qu'à un moment donné, vous lui dites « Waouh !» C'est bon là. Et bien sûr que c'est pas ce qu'il faut faire. Il n'empêche qu'on est des humains, qu'un chiot ça fatigue et que ça met nos nerfs à rude épreuve, donc ça peut arriver. La question c'est plutôt comment on réagit derrière à ça. C'est ok, ça fait 3 fois que je lui crie dessus quand il me mordit dans tel contexte. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce comportement arrive? Et si on n'a pas la solution, évidemment, on appelle un consultant en comportement canin certifié pour nous aider, pour nous épauler, pour trouver les bonnes astuces. Comme toi d'ailleurs. Comme moi par exemple. Est-ce que tu peux nous donner ton Instagram pour qu'on puisse te retrouver? Oui, bien sûr. Je crois que c'est Nobody's Perfect. Attends, je crois que c'est tiré du bas pro, mais je vais regarder. Mais c'est trop bien d'avoir parlé du puppy blues parce que c'est quelque chose que les propriétaires de chiens parlent beaucoup. Et c'est vraiment pas ce à quoi ils s'attendaient. Enfin, ils imaginaient tellement, ils enjolivaient tellement le fait d'avoir son chien, l'arrivée d'un chiot, qu'en fait, ils prévoyaient même pas qu'à un moment donné, ils puissent pas le supporter. Complètement. Et puis souvent, en fait, il y a un peu cet automatisme où je veux un chien, donc je prends un chiot. On va dire que dans 80% du temps, c'est un chiffre donné totalement au hasard, selon mes ressentis, hein, c'est pas du tout un chiffre qui vient de quelque part.
Mais on va dire que dans 80% du temps, les gens se disent, comme je veux un chien, je vais prendre un chiot. Et souvent, les gens me disent, on a pris un chiot parce que comme ça, on va pouvoir le façonner à notre manière. Sauf qu'en fait, quand on prend un chiot à ces 2 mois, faut être honnête, il y a une part de loterie quand même. Oui. Donc, même si on choisit très bien son élevage, enfin, au-delà de ça, même si on choisit la race qui va le plus correspondre à ce qu'on a envie de faire avec notre chien et ce qu'on est en capacité aussi de donner comme temps, comme énergie, etc. à notre chien. Si après, on choisit effectivement son élevage pour mettre toutes les chances de côté, avec une lignée de parents qui nous convient, etc., etc. On s'est préparé, on a pris un rendez-vous avec un consultant comportement avant. Bref, tout est prêt. Ouais. Il n'empêche que il y aura forcément des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui sont vraiment propres au chiot. Et il y a une part de loterie. Et on va tomber sur ce chiot qui est hyper en difficulté pour rester seul. Et du coup, on n'avait pas du tout prévu, mais du coup, il nous coûte un bras en termes de pet sitting et en charge mentale aussi, parce que du coup, on a la chance d'avoir des proches qui sont OK d'accueillir notre chiot. Mais du coup, ça nous demande une charge mentale énorme de savoir à qui je vais le confier en sachant qu'un tel l'a eu hier. Il faut avoir confiance aussi. Il faut avoir confiance. Et puis au-delà d'avoir confiance, en fonction de comment est notre chiot aussi dans son évolution, faut avoir en tête que les chiots sont tous un petit peu croisés avec un peu de Satan, tu vois. Ils ont tous un peu leur part. Mais ouais, en fait, ils ont tous leur part démoniaque en eux, qui fait qu'à un moment donné, en fait, il va nous saouler, il va nous mordiller. On sera là, punaise, je t'ai donné à manger, je t'ai donné ton con. J'ai tout fait, je comprends pas. Tu t'es promené, je comprends pas. Et pour autant, il va continuer de nous mordiller. Ouais. C'est le moment, justement, où on a envie de les jeter par la fenêtre. Évidemment, on le fait pas. On y pense très fort. Mais on y pense très fort. Et vraiment, ça, je ne connais pas un seul propriétaire de chiot qui n'a pas vécu ce moment-là. Et j'ai même encore une cliente la semaine dernière qui me disait mais Marion, mon chiot, s'il était pas normal, tu me le dirais. Tellement consciente que la bienveillance est vraiment au cœur de mon approche et de mon éthique, qu'elle a eu besoin de se rassurer sur le fait que si je la rassurais, c'était réel et pas juste pour la rassurer, mais tout en pensant, la vache, son chiot, c'est une horreur. Ouais. Non, vraiment, la chiot, c'est la petite merveille, elle est absolument géniale. Mais oui, elle a sa petite part démoniaque qui ressort de temps en temps. Qui dépend pas de nous. Exactement, qui dépend pas de nous. Ou en tout cas, pas que de nous, ou pas systématiquement de nous. Voilà. Et du coup, c'est bien aussi, quand on veut prendre un chiot, de réellement se poser cette question. Est-ce que c'est pas mieux pour moi que je prenne un chien adulte ? Parce que toi, tu trouves que c'est plus facile ? Alors avec des grandes guillemets, parce tout que à ça fait. Dépend. Des grandes guillemets. En fait, l'avantage du chien adulte... Alors, déjà, on pense souvent chien adulte égale refuge. Et du coup, passé pas forcément connu ou passé tumultueux. Il y a plein d'autres façons d'adopter que d'aller en refuge. D'accord ? Même si c'est aussi très bien d'adopter en refuge. Et j'interviens d'ailleurs une fois par semaine à la SPA de Cabourg. Et on a très régulièrement aussi des chiens qui arrivent suite au décès de leur propriétaire, par exemple. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est aussi souvent des chiens plus âgés, hein, attention. Donc, du coup, avec des besoins différents, des besoins bas en termes d'énergie, mais potentiellement des besoins plus hauts en termes d'attention, de rigueur en termes de vétérinaire, etc. Mais voilà, on peut aussi tout à fait parfois tomber sur un jeune chien. Voilà. Oui, il y en a des très jeunes aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de jeunes chiens. En fait, faut savoir que la majorité des chiens qui sont abandonnés, ils sont abandonnés entre 1 et 3 ans, justement parce que les personnes n'étaient pas forcément informées et préparées, équipées pour faire face à un chien qui grandit et qui a 1 an à, on va dire, 95% de sa force, peut-être un peu moins, mais où aussi il est énormément énergique. Ouais. Et du coup, un chien de 1 an, de 30 kilos, c'est un chien qui peut vraiment faire des dégâts, en fait, qui peut nous bousculer, qui peut nous faire mal. Et du coup, effectivement, ça peut être souvent la raison de l'abandon, c'est, en fait, mon chiot, il était mignon au début, puis maintenant, j'y arrive plus, en fait. Le contrôle, quoi. J'y arrive plus. Et du coup, c'est des gens qui n'ont pas forcément prévu le budget pour avoir un éducateur canin. Voilà, il y a tout ça. Mais il y a aussi d'autres possibilités d'adopter un chien adulte beaucoup plus sereinement sur je sais pas qui il est. Il y a l'option refuge, mais avec famille d'accueil. Oui, c'est ça. Voilà, parce que la famille d'accueil, au moins,
la famille, le chien vit vraiment une vie de famille. Donc du coup, la famille va être en capacité de nous dire quels sont les avantages de ce chien, qu'est-ce qu'il sait bien faire, qu'est-ce qui reste à travailler, quelles sont ses problématiques connues. Et du coup, ce qui peut être une problématique pour une famille peut ne pas en être pour une autre. Pour l'autre, ouais. Parce que soit on a l'expérience déjà, oui, j'ai déjà eu un chien comme ça, c'est bon, je sais faire, et puis au pire, je contacterai tel éduc que j'ai eu pour mon précédent chien qui m'avait bien aidé. Donc voilà, donc déjà on sait un peu plus où on va, parce que comme le chien il est déjà adulte, il y a quand même quelque chose d'un peu fixé. Alors je dis pas ça dans le sens où les chiens ne peuvent plus apprendre passé un certain âge, loin de là, mais par contre on est fixé dans le sens où on sait quelles sont les problématiques. Donc quelqu'un qui par exemple vit en pleine campagne et fait sa petite balade tous les jours sans croiser personne, si le chien, son seul problème c'est il est pas ok congénère, voilà, pas ok congénère, ou grogner, aboyer sur courir après les joggers, du coup ça forcément pose pas de problème. Mais exactement, en fonction dans l'environnement dans lequel tu vis, l'occurrence à laquelle ça peut se produire, elle est moindre, et du coup en termes de charge mentale et de travail ça demande pas la même chose, tu vois. Des jeunes retraités hyper casaniers qui restent toujours chez eux et dont le seul souhait c'est d'avoir un chien qui les accompagne partout, peut-être qu'un chien qui a des gros problèmes avec la solitude, ça va pas leur poser de problème. Ou alors leur souhait, enfin le fait que le chien puisse rester 1 heure tout seul pendant que l'un va faire des courses, en fait on est sur une durée tellement petite, entre guillemets, que ça va être beaucoup plus facile d'atteindre cet objectif-là en étant accompagné d'un consultant comportement canin certifié, que si on est sur une journée entière absent et que on a ni le budget pour le dog-sitter, ni le budget pour le consultant comportement canin, et en plus de ça, l'objectif de rester 8 heures tout seul, il est quand même pas le même. Ouais, ok. Donc c'est ça la différence dans le fait d'adopter un chien adulte. D'accord, c'est aussi, on sait un petit peu plus où on va, on est un peu plus au clair sur qu'est-ce qui reste à travailler ou pas. Autre chose auquel on pense pas, c'est les retraités d'élevage. Ça peut être un retraité d'élevage, ça peut être des jeunes retraités d'élevage. Oui, parce que moi, je regarde quand même des petites annonces de temps en temps pour des corgis retraités, mais des fois, c'est des 3 ans. C'est ça. Moi, je m'attends vraiment à des corgis qui ont 10 ans, quoi. Mais... Ça peut être retraité simplement parce qu'ils se sont rendus compte que ce chien-là était pas cohérent dans leur lignée. Oui. Justement parce que ce chien-là présente tel problème de comportement, par exemple. Et que du coup, ils ont envie d'optimiser les chances que ça ne se transmette pas au chiot. Et encore une fois, du coup, tu sais quel est le problème et du coup, tu sais si c'est cohérent avec ton mode de vie ou pas. D'accord ? Donc, retraité d'élevage. Des fois aussi, ça arrive que des élevages prennent un chiot et puis une fois adulte, leur projet d'élevage change. Donc du coup, finalement, ce chien-là, il a 1 an et demi et finalement, c'est plus cohérent de le reproduire. Enfin, voilà, il y a un tas de raisons qui fait que l'élevage peut avoir besoin de reconfier ses jeunes chiens ou ses chiens plus âgés aussi. Donc ça peut être une bonne chose. Et il y a autre chose qui est un petit peu plus... faut être un petit peu plus pas dans les papiers, mais connaître un petit peu plus, on va dire. C'est tout ce qui est chien C'est tout ce qui est chien d'assistance qui ne vont pas passer, qui vont pas jusqu'au bout de la formation parce qu'ils se sont rendus compte que ce chien-là, par exemple, il est trop porté sur ses odeurs. Et du coup, c'est difficile pour lui d'accompagner une personne en situation de handicap. Prenons le cas d'une personne avec une déficience visuelle. Si le chien passe son temps à être attiré par une odeur, il pourrait mettre potentiellement en danger cette personne-là. Et du coup, si on se rend compte que malgré le travail, c'est toujours l'odeur qui l'emporte dans son intérêt, et ça peut être un motif de dire du coup non, ce chien-là va être réformé et du coup c'est des chiens qui se retrouvent à l'adoption. Voilà. Et c'est trop bien, je savais pas du tout. Carrément. Et souvent je trouve que c'est des super options, notamment pour les gens qui veulent un chien alors qu'ils ont des jeunes enfants. Quand ils prennent conscience par le biais de mon accompagnement, s'ils en ont pris un en amont, que finalement le chiot c'est pas une bonne idée parce que finalement ils en sont pas encore sortis avec leurs enfants et que ça va leur ajouter un 3e enfant ou un 4e. Oui, même carrément. Voilà. Et du coup, si le projet de chien est toujours là pour autant, ça peut être une super solution parce que du coup on va être sur un chien
où on va exactement connaître quelles sont ses compatibilités niveau famille. Et du coup, souvent, c'est un chien qui sait quand même globalement déjà bien marcher en laisse, qui a déjà appris un tas de choses, et où du coup, finalement, il n'y a plus qu'à l'accueillir, qu'à lui expliquer qu'ici, il va être en sécurité, apprendre à nous connaître, apprendre aux enfants à bien communiquer avec lui. Donc c'est quand même réduire drastiquement le travail qu'on ferait avec un chiot, où de toute façon, les chiots vont se comporter comme des chiots, les enfants vont se comporter comme des enfants, et donc les chiots vont mordiller à fond les enfants, puisque les enfants courent partout. Ce sont des petites piles électriques. Donc du coup, adopter un chien adulte, ça peut vraiment être une option à repenser, même si on est sûr à 100% qu'on veut un chiot. C'est bien d'avoir en tête toutes ces options-là, parce que en fait le mythe de comme je le prends chiot, il va être exactement comme je vais le modeler, il y a rien de plus faux. Et ben dis donc, tellement de belles informations. Franchement, j'ai plus aucune question à poser pour dire. C'est vrai. Trop chouette. On a traité tous les sujets que je voulais. Trop bien. Si on peut terminer en beauté, est-ce que tu pourrais juste nous donner ton petit dernier conseil plus pour une personne qui va adopter un chiot ou un chien adulte? Vraiment ton petit conseil que tu aimes bien juste à toi. Alors, mon conseil ultime, ce sera une citation. Oh waouh! C'est la citation si je dis pas de bêtises, c'est le dernier, en tout cas il est récent, du livre de l'éthologue, donc qui est spécialisée dans les chiens. Donc c'est Alexandra Horowitz. Donc le titre de son livre. Tu l'as apporté? C'est pour ça que j'avais trop peur. Ah, trop bien! Voilà. Donc le titre de son livre, c'est Une vie de chiot. Donc il est très accessible, même si c'est une éthologue qui l'a écrit, parce qu'il a un côté un peu romancé, parce qu'elle raconte elle-même l'arrivée de sa dernière chienne lorsqu'elle était chiot, avec tous les doutes qui l'ont traversée, tous les moments de puppy blues dont on parlait, alors que c'est une spécialiste du chien. Donc c'est dire à quel point c'est inévitable d'en passer par là. On passera tous par là. Donc voilà, c'est romancé tout en étant factuel. Donc c'est hyper accessible en termes de lecture, et donc ça s'appelle Une vie de chiot. Et dans ce livre, elle écrit quelque chose que c'est vraiment devenu presque mon mantra avec mes clients. La phrase, c'est: attendez-vous à ce que votre chiot ne corresponde pas à vos attentes et n'agisse pas comme vous le souhaitez. Il n'y a rien de plus vrai, et c'est totalement en cohérence avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce podcast. Que le chiot, c'est un peu comme un Kinder Surprise, quoi. On sait qu'il y a le chocolat, mais on sait pas quelle est la surprise dedans. Donc oui, on a notre chiot mignon, mais avec un petit peu de Satan dedans. Et peut-être que le chien qu'on a choisi en disant ouais, je vais l'emmener partout, ça va être génial, je vais même pouvoir l'emmener au travail, et peut-être que vous allez tomber sur, malgré toutes vos bonnes recherches, tout ce que vous aurez mis en place en termes de socialisation, vous allez peut-être tomber sur le chiot au tempérament anxieux qui aura besoin, un petit peu casanier, ou casanier, effectivement. Donc voilà. C'est vraiment et je trouve que ça conclut bien l'épisode notre podcast, et c'est un super livre à lire effectivement en amont d'accueillir son chiot. C'est vraiment une lecture facile. Merci beaucoup en tout cas, Marion. C'était un super épisode, j'ai trop adoré. J'ai trop adoré enregistrer avec toi aussi, merci beaucoup. Et écoutez, si vous aussi vous avez aimé cet épisode, je vous invite à mettre 5 étoiles au podcast, à suivre Marion sur ses réseaux sociaux, vraiment allez l'encourager, elle fait un superbe travail de dingue. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt dans un prochain épisode de Dolly's Talk. Bisous. Au revoir, bisous. À bientôt sur mes réseaux.